Les jeunes à l'honneur en Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée mondiale de la population. Au menu, les besoins de la jeunesse. Toujours en Côte d'Ivoire, des équipements pour les structures de santé publique, un don du Fonds mondial et du ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme. Au moins 100 morts depuis le début de l'offensive aérienne d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Les deux parties ne semblent pas prêtes au moindre compromis. Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue sur RTI 2. C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la population, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit de souligner l'urgence et l'importance des questions liées aux populations, notamment dans le cadre des programmes de développement. Ici, en Côte d'Ivoire, la Journée mondiale de la population s'articule autour des besoins de la jeunesse. On fait le point avec Franck Wadio et Arnold Niedo. 7 milliards, c'est le nombre estimatif de la population mondiale. Une donne qui ne cesse de grimper du fait des 423 000 naissances en moyenne par jour selon le programme des Nations Unies pour le développement. Attirer donc l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population au regard de sa croissance exponentielle, c'est l'objectif de cette journée initiée par le PNUD, exclusivement dédiée à la population. Ce jour est un prétexte pour les experts en démographie de se rencontrer et de plancher sur les problèmes de l'humanité. Rencontres qui ont pour but de trouver des stratégies pour assurer aux habitants de la Terre de meilleures conditions de vie et d'existence. En Côte d'Ivoire, la célébration de la population est axée sur la recherche des solutions aux problèmes que rencontre la jeunesse. Le chômage, la délinquance sont entre autres des difficultés qui touchent cette frange qui constitue le tiers de la population, soit 7,5 millions d'individus environ. De cette population, l'on dénombre 85% de chômeurs selon le rapport national 2011-2012 sur l'état et le développement de la population de Côte d'Ivoire (REPSI). La jeunesse ivoirienne n'est également pas à l'abri de l'analphabétisme. 43% de jeunes ne savent ni lire ni écrire selon l'AGEP. Face à tous ces facteurs, et surtout que la frange jeune est très reproductive, 30% de jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et 23% d'entre elles sont déjà mères. Il est plus qu'urgent de mener des actions pour régulariser la situation des jeunes ivoiriens. L'État entend donc à travers cette journée engager des actions en faveur de la capacitation de la jeunesse, car une bonne politique de la jeunesse augure un avenir radieux à un pays. Les femmes de la commune de Trècheville accueillent avec joie les dons de la première dame, Madame Dominique Ouattara. La municipalité a procédé hier à la distribution des vivres et non-vivres destinés aux organisations féminines de Trècheville. On fait le point avec Patricia Omoetia. Des tricycles, des bouteilles de gaz, des machines à coudre, des casques de coiffure. Ce sont les dons qu'offre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux organisations féminines de la commune de Trècheville. Une attention saluée par les bénéficiaires. Moi, je vends du déguet. Je vais mettre la glace et puis déguet pour vendre. On remercie la première dame pour ses lots, que Dieu la bénisse. Le premier adjoint au maire de la commune salue également l'engagement de la première dame aux côtés des populations. Nous sommes heureux parce que nous étions jaloux de voir la première dame parcourir la Côte d'Ivoire. Nous espérions que Trècheville compte dans ces lots. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de remettre des présents au nom de la première dame. Les bénéficiaires sont rentrés chez elles les mains chargées de cadeaux. Un autre don, cette fois au chapitre santé. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec le Fonds mondial, offre un important lot de matériel aux structures de santé et d'institutions de recherche. Il s'agit notamment des appareils et intrants de laboratoire pour un meilleur diagnostic des cas de paludisme. Les précisions de Grace Kando. Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde. Et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1800 vélos et 2 camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique
ainsi qu'une quantité des kits de réactifs pour la goutte épaisse destinés au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout et gratuitement. On n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive et que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents parce qu'avec cette moto, les agents de santé communautaires pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. Les élèves et étudiants catholiques de Côte d'Ivoire réunis pour leurs assises annuelles. Il s'agit pour la jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire de former ses dirigeants. L'objectif est de promouvoir une plus grande responsabilisation des jeunes dans les milieux scolaires et universitaires. Des participants venus d'Afrique et d'Europe assistent également aux travaux. On retrouve Grace Kando. Assises annuelles de la jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire. Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe participent à la rencontre. Ces assises qui se tiennent à Abidjan portent sur la réflexion, le développement à la lumière de Jésus-Christ, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Objectif affiché, former les responsables de la jeunesse estudiantine et faire d'eux des acteurs de développement. Ces rencontres internationales et aussi une session de formation. Nous commençons ici, localement, et c'est l'intention de développer globalement avec nos actions. Au sortir de cette rencontre, nous voulons être des promoteurs de paix à travers le monde, lutter contre la pauvreté. Dans notre pays, on va essayer de mener des formations aussi pour apprendre ce que nous avons appris ici. Jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire, JEC, est une association de jeunes qui existe à travers le monde. Elle a pour mission, entre autres, la responsabilisation des jeunes en milieu scolaire et universitaire, la sensibilisation aux questions sociales et l'accompagnement dans une démarche de foi. L'Organisation mondiale de la santé crée un centre régional de lutte contre le virus Ebola en Guinée-Conakry. C'est une plateforme de surveillance et de coordination pour renforcer le soutien technique aux pays ouest-africains, notamment le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Le Cameroun renforce la sécurité dans l'extrême nord face aux menaces de Boko Haram. La nuit dernière, des assaillants en provenance du Nigeria et lourdement armés ont frappé sur la brigade de gendarmerie de la zone. Et quelques jours auparavant, une importante cache d'armes de la secte islamiste avait été découverte. Il s'appelait Hugues Menzier. Ce soldat a été tué début juin dans un accrochage entre l'armée camerounaise et les combattants de la secte Boko Haram. Il a participé à plusieurs opérations spéciales. Le caporal a été fauché lâchement par une balle adverse. 6 soldats camerounais sont tombés au combat depuis fin mai, depuis que l'armée camerounaise s'est déployée au nord du pays pour empêcher les infiltrations de djihadistes sur son territoire. Situé aux confins du Tchad et du Nigeria, l'extrême nord camerounais sous haute surveillance. En quelques semaines, l'armée a infligé de lourdes pertes à Boko Haram. Début juin, 120 membres de la secte ont été abattus. Les contrôles ont été renforcés à la frontière. Le nouveau gouverneur de la région invite chefs traditionnels et populations à collaborer avec les gendarmes. Des populations rassurées par cette présence militaire. Nous sommes tout à fait d'accord, nous les musulmans, je vais dire, de la présence effective sur le terrain des forces de maintien de l'ordre. Nous allons nous habituer, c'est une question de sécurité. En cette période sensible du Ramadan, les contrôles sont encore plus stricts. Interdiction de prier dans les mosquées après 18h et à la nuit tombée, les taxis-motos n'ont plus le droit de circuler. C'est le moyen de transport qu'utilisent les djihadistes pour perpétrer leurs attaques et leurs enlèvements.
Ce drame aujourd'hui à Casablanca au Maroc, au moins 2 morts et une cinquantaine de blessés dans l'effondrement partiel de 3 immeubles. Les secours poursuivent encore leurs recherches. Marc Ravalomanane accepte de se soumettre à la justice de son pays. L'ex-président malgache en exil en Afrique du Sud depuis son renversement en 2009 veut se défendre face aux accusations portées contre lui. Berlin en colère contre Washington. Le gouvernement allemand a demandé hier au chef des services secrets américains pour l'Allemagne de quitter le territoire. Cette expulsion fait suite à l'affaire d'espionnage de responsables allemands au profit des États-Unis. Visiblement, rien n'a changé depuis les coups du téléphone portable de la chancelière allemande Angela Merkel il y a 1 an. Les révélations de l'existence d'une taupe travaillant pour Washington au ministère allemand de la Défense a provoqué la colère de Berlin qui a demandé au chef des services secrets américains en Allemagne de quitter le pays. Pour moi, il est nécessaire de clarifier ces 2 cas d'espionnage très précisément, soigneusement et rapidement. Nous devons faire des demandes auprès des responsables concernés par ces affaires et avoir une explication très précise de notre allié. Cette nouvelle série d'espionnage détériore encore un peu plus les relations entre Berlin et Washington. Nous devons réactiver fidèlement notre partenariat et notre amitié. Nous sommes prêts à le faire. C'est le message que j'adresserai à mon homologue américain, John Kerry, quand nous nous rencontrerons à Vienne cette fin de semaine. Pour Angela Merkel, s'espionner entre alliés est un gaspillage d'énergie et une perte de temps. Nous avons tant de problèmes à résoudre et je pense que nous devrions nous concentrer sur les choses importantes. C'est la priorité absolue. De mon point de vue, il ne doit pas y avoir d'affaires d'espionnage entre alliés. Il y a des choses qui ne se font pas, la déception est forte à l'égard des États-Unis, d'autant que les Américains n'expriment aucun regret ni ne promettent le moindre changement d'attitude. John Kerry tente une médiation de la crise électorale en Afghanistan. Le secrétaire d'État américain veut favoriser un compromis entre les 2 candidats à la présidence afghane et éviter ainsi le chaos dans le pays. John Kerry était vendredi à Kaboul où il s'est entretenu avec le président Hamid Karzai. Le secrétaire d'État américain cherche à déminer le contentieux électoral qui oppose les 2 candidats à la présidentielle afghane, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani. Crédité de 56% des suffrages, Ashraf Ghani aurait accepté le recomptage des voix. Le chef de la diplomatie américaine cherche un accord entre les 2 rivaux afin que l'Afghanistan puisse avoir un président légitime. Aucun apaisement à Gaza au 4e jour de l'offensive aérienne d'Israël contre le Hamas. Les 2 parties restent inflexibles. 2 nouveaux raids aujourd'hui sur la bande de Gaza ont fait 6 morts, dont une femme. La réunion en urgence du Conseil de sécurité jeudi à New York n'a pas permis d'amorcer une désescalade entre Israéliens et Palestiniens à Gaza. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, une seule chose pourrait pour le moment amener Benyamin Netanyahou à freiner sa machine de guerre. Aujourd'hui, nous courons le risque d'une escalade sans fin entre Israël et Gaza, avec une menace claire d'offensive au sol, évitable seulement si le Hamas cesse de tirer des roquettes. Ignorant la proposition de médiation du président Barack Obama, le Premier ministre israélien a confirmé sa volonté de poursuivre l'opération Bordure protectrice et le président de l'autorité palestinienne a affirmé que la décision d'intervenir au sol dans les prochaines heures avait été prise. Ce matin, nous avons été informés que les résidents des localités frontalières de Gaza, de Beth Hanoun, de Beth Laïa et d'autres villes et villages avaient été invités à quitter leur domicile et à se replier vers l'intérieur. Sur le terrain, les raids meurtriers se poursuivent contre les maisons de militants islamistes, les bâtiments officiels du Hamas et autres capacités militaires. Même si Tsahal affirme procéder à des frappes chirurgicales, le bilan se monte déjà à 100 morts en 4 jours côté palestinien, contre 4 blessés côté israélien, dont un soldat.
Échappant en effet à la vigilance du bouclier antimissile, une roquette palestinienne a frappé une station d'essence à Ashdod, blessant 3 personnes dont une grièvement. Et le Hamas menace désormais de prendre pour cible l'aéroport Ben Gourion. Enfin, un repos total depuis hier pour les derniers acteurs du Mondial 2014 au Brésil. Mais la compétition reprend demain, samedi 12 juillet, avec le match de classement à Brasilia. Le Brésil sera opposé aux Pays-Bas et ce sera forcément en direct sur les antennes RTI. Je vous remercie de votre attention. Très bonne soirée à tous sur RTI2, bien sûr.